Alors bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va me permettre de vous présenter le programme de prévention du délirium auprès des aînés atteints de déficit cognitif et vivant en centre d'hébergement. Alors ce programme-là a été élaboré par une équipe de chercheurs qui compte Jane McCosker, moi-même, Antonio Campi, Nathalie Champoux, Joanne Monette et Martin Cole. C'est des chercheurs de différents horizons disciplinaires et également, comme vous pouvez le voir avec les logos à la base du document, de différentes universités également. Donc, ce programme de prévention-là, il a été élaboré grâce au financement d'organismes subventionnaires. Donc, on a eu la chance d'avoir du financement de la Société d'Alzheimer du Canada, des instituts de recherche en santé du Canada pour l'Institut du vieillissement et par la Fondation des infirmières et infirmiers du Canada. Donc, l'objectif de ce projet-là de recherche, c'était vraiment d'élaborer un programme de prévention du délirium. Alors, c'est quoi le délirium? Le délirium, c'est une perturbation au niveau de l'état mental qui se manifeste par des symptômes, des perturbations de la cognition, de l'altération de l'état de conscience, de l'attention. On va voir aussi que les comportements, souvent, vont être affectés par la personne. Caractéristique du délirium, c'est qu'il s'installe sur un court laps de temps et également, c'est qu'il fluctue. Donc, il y a une fluctuation là, au courant de la journée. Ce qui fait que le délirium aussi, ça pose certains défis au niveau de la détection. Donc, le délirium est assez prévalent. Chaque clientèle en centre d'hébergement, c'est près de ou plus de 40 des résidents dans les centres d'hébergement qui vont être atteints d'un épisode de délirium. Et le délirium n'est pas sans conséquences. Ça amène une perte d'autonomie, ça amène des séquelles cognitives à long terme, ça accroît également le taux de mortalité. Donc, c'est une problématique qui est fréquente, puisque 40 et plus en sont atteints, mais également qui a des conséquences importantes. Donc, ça démontre bien la pertinence de s'y intéresser quand c'est prévalent et en plus les conséquences sont importantes. On a bien là des circonstances qui nous amènent à revoir notre façon de faire. Donc, les objectifs de la recherche, d'abord, il fallait identifier quels sont les résidents qui sont à risque de développer le délirium pour pouvoir appliquer des interventions préventives auprès de cette clientèle-là. Donc, quand on aura identifié ces facteurs de risque-là, les caractéristiques des gens les plus à risque, il fallait développer des interventions, des outils pour détecter ces facteurs de risque-là et des outils également d'intervention pour diminuer l'importance ou même éliminer certains facteurs de risque. La troisième étape de ce programme de recherche-là, c'était vraiment de tester ce projet-là dans la réalité, dans les centres d'hébergement au Québec, mais tester pas tellement pour son efficacité comme première étape, mais plus tester sur sa faisabilité et le niveau d'acceptabilité par le personnel soignant de mettre en place les interventions du programme. Parce qu'il y a un enjeu qui est très important. Il peut y avoir des interventions qui sont reconnues comme étant efficaces, mais qui sont peu applicables à la réalité clinique. Alors, la troisième étape, c'était vraiment d'évaluer jusqu'où on peut se rendre dans la réalité des milieux cliniques pour mettre en place ces interventions-là. Donc, la méthode de recherche qu'on a utilisée, bien, en fait, on a utilisé différentes méthodes de recherche pour chacun des aspects du programme. Pour l'identification des facteurs de risque pour le délirium chez les aînés atteints de démence et en centre d'hébergement, on s'est basé sur toutes les données scientifiques qu'on avait jusqu'à maintenant, qui ont été collectées dans 7 centres d'hébergement de Québec et de Montréal, pour identifier parmi cette base de données-là les caractéristiques des gens qui développaient le plus le délirium et quels étaient les facteurs de risque modifiables sur lesquels on pouvait avoir un effet pour diminuer, dans le fond, l'incidence du délirium. Donc, ces données-là, ces résultats nous ont permis de créer ce que vous allez voir, qui est l'arbre décisionnel, qui nous permet d'identifier les personnes à risque et après ça, les facteurs de risque. Donc, ça n'a pas été choisi au hasard, mais c'est vraiment basé sur les caractéristiques des résidents des centres d'hébergement québécois et basé sur des outils valides également, bien fidèles, lorsqu'on a fait l'étude. La deuxième étape, c'était de développer des outils du programme de prévention du délirium. Parce que, par exemple, un des facteurs de risque qui est connu, c'est la déshydratation. Alors, évidemment, la déshydratation, on pourrait dire, bien, c'est un facteur de risque qui est facile pour lequel intervenir. On peut installer un soluté et automatiquement, la personne, on va régler son problème de déshydratation. Alors, évidemment, le contexte des centres d'hébergement avec des
populations qui ont des profils différents. On a des aînés qui ont une maladie d'Alzheimer, d'autres personnes qui ont des problèmes psychiatriques et tout. On ne peut pas avoir 4-5 résidents sur une unité de soins avec un seul UT. Il n'y a pas le personnel suffisamment en place pour faire la surveillance clinique. Donc, c'est pour ça que prévenir le délirium, intervenir sur la déshydratation dans un contexte de centre d'hébergement, il y a une complexité en termes de faisabilité. Donc, comment on peut faire ça avec le personnel en place et les ratios de personnel? Donc, comment on a développé ça? On est allé voir dans les données probantes quelles étaient les meilleures interventions. Puis par la suite, on avait un comité consultatif, également un deuxième comité, c'était deux comités différents, de conseillères cliniciennes spécialisées en gériatrie qui œuvrent dans les centres d'hébergement. Alors nous, on élaborait, selon les données probantes, les meilleurs programmes pour détecter et intervenir par rapport aux facteurs de risque et on les soumettait par la suite à ces comités-là pour obtenir leur point de vue sur la faisabilité de l'utilité de ces documents-là pour la réalité des centres d'hébergement. Enfin, la dernière étape, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à l'approbation de ces comités-là. On a été vraiment tester le programme préventif du délirium dans la réalité des centres d'hébergement. La manière qu'on s'y est prise, c'est qu'on est allé dans un centre d'hébergement, on a formé le personnel, on a implanté le programme préventif, et là, on a fait un cycle. On a dit qu'on a fait 3 cycles d'implantation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a fait un premier cycle d'implantation pour une période déterminée, puis par la suite, on a fait des entrevues avec le personnel soignant. On leur a posé plusieurs questions par rapport au programme préventif. Donc, d'avoir le point de vue vraiment des utilisateurs de connaissances, donc les gens qui doivent le mettre en application, qui nous ont donné des suggestions sur comment améliorer le programme en termes de faisabilité puis en termes d'acceptabilité. On a pris leurs commentaires, on a ajusté le programme préventif et on a fait un deuxième cycle d'implantation, la même chose. Donc, suivant le deuxième cycle d'implantation, on a obtenu leurs commentaires, on a encore peaufiné nos outils de détection, notre programme préventif, notre arbre décisionnel, nos outils de soutien également dans les milieux cliniques que je vais vous présenter bientôt. Et finalement, on en a fait un troisième cycle d'implantation par la suite pour vraiment, comme je vous disais, tester la faisabilité et l'acceptabilité. Alors, quels ont été les résultats? En fait, les résultats nous montrent que le programme préventif que je vais vous présenter et que vous retrouvez tous les détails sur la page Web, en fait, les outils, la façon de faire c'est parfaitement faisable et acceptable par le personnel soignant. Par contre, ils nous ont quand même, de par l'expérience et les commentaires, on voit quand même l'importance d'obtenir le soutien à l'interne pour l'utilisation de ces outils-là, s'assurer également que le formateur possède les qualités pour bien rendre le projet, favoriser l'appropriation du programme de prévention par le personnel soignant. À cet égard, l'utilisation du coaching clinique est aidant, peut-être faire des petits ajustements pour bien tenir compte du milieu clinique dans lequel vous êtes. Votre propre centre d'hébergement peut avoir des petites particularités. Alors nous, on pense qu'il faut s'ajuster à ces réalités-là et c'est des commentaires qui nous étaient dits par le personnel. Et ensuite, il faut prévoir une formation pratique en plus de la présentation théorique. Donc, ça, c'est pour les résultats qu'on a obtenus. Donc, c'était les points principaux sur lesquels il fallait, nous, dans le fond, obtenir cette approbation-là avant d'aller plus loin, qui est la prochaine étape, qui est vraiment d'aller tester par la suite quelle va être l'efficacité de ce programme-là en termes de diminuer l'incidence, la durée, la sévérité des symptômes du délirium. Donc, les résultats nous montrent que ce programme préventif-là peut être mis en place dans les centres d'hébergement, mais la prochaine étape sera, comme je vous le disais, de tester. Puis d'ailleurs, on est en cours de travailler pour cette prochaine étape-là. Donc, c'est quoi le programme en tant que tel? C'est un programme, en fait, puis c'est ce que vous retrouvez comme outil sur la page Web. En fait, la première étape, c'est vraiment la formation du personnel sur c'est quoi le délirium, c'est comment on utilise l'arbre décisionnel, comment on utilise les guides d'évaluation et d'intervention. Et ce PowerPoint-là, vous le trouvez dans la page Web, vous pouvez l'utiliser. En fait, l'important, c'est toujours de mentionner la source, mais l'objectif, évidemment, c'est d'en permettre la diffusion. Donc, vous avez les PowerPoint et il y a un PowerPoint pour les infirmières et infirmiers et un PowerPoint pour les autres soignants, infirmières auxiliaires et préposés. Pourquoi qu'on a un programme différent? Bien, vous allez le constater, c'est que l'infirmière ou l'infirmier doit
compléter l'arbre décisionnel. C'est lui qui doit faire les évaluations cliniques. C'est pour ça que le programme de formation est un petit peu plus long que pour les préposés et les infirmières et infirmiers auxiliaires. Donc, vous avez ici l'arbre décisionnel. L'arbre décisionnel qui tient sur une seule page, dans lequel, dans le fond, la première étape est de dépister qui sont les résidents à risque. Alors, comme vous pouvez voir dans le haut de la page, on dit « Le résident est-il à risque? » Donc, on se pose des questions sur les caractéristiques présentes. Et si une personne a 3 facteurs et plus de présents, donc incapable de nommer la province, totalement dépendant pour les soins d'hygiène et ainsi de suite, s'il y en a 3 sur 5, bien à ce moment-là, il est considéré comme étant à risque de développer un délirium. Et à ce moment-là, on doit appliquer le protocole de stimulation optimale qu'on retrouve dans le guide de prévention. Et celui-là, il est appliqué de façon systématique à toutes les personnes qui sont à risque de développer un délirium. Et par la suite, on va à la prochaine étape, puis on va voir s'ils ont des facteurs de risque modifiables, des facteurs de risque individuels. Par exemple, est-ce qu'il y a une contention physique? Est-ce qu'il utilise des antipsychotiques? Est-ce qu'il y a la présence de déshydratation? Et est-ce qu'il y a un trouble de vision? Alors, s'il y a un de ces facteurs de risque-là qui est présent, et la manière d'évaluer ces facteurs de risque-là se retrouve aussi dans le guide d'évaluation et d'intervention, bien à ce moment-là, si le facteur de risque est présent, on va basculer et mettre en place des interventions thérapeutiques versus ce facteur de risque-là. Alors, il y a un protocole pour la contention, protocole pour l'antipsychotique, protocole pour l'hydratation et protocole pour la vision. En fait, pour l'hydratation, en passant, il y a 2 protocoles selon la complexité et la réponse de la personne aux premières interventions qu'on a remis en place pour prévenir la déshydratation. Donc, le dépistage, vous le voyez ici. Donc, la première étape, on a pris des morceaux de l'arbre décisionnel. Donc, il y a 5 items. Ces 5 items-là ont été choisis pour que la majorité des infirmiers et infirmières, de par leur connaissance générale des résidents, sont en mesure d'y répondre sans même avoir besoin d'aller voir le résident. Donc, l'objectif que ce soit faisable, acceptable, pratique, a été à la base de l'élaboration. Donc, ces critères-là émanent d'outils de recherche que nous, qu'on a utilisés. Et donc, le résident est-il capable? Je vous en ai nommé 3. Après ça, il y avait répète sans arrêt une action qui n'a pas de sens, bouge sans arrêt, incapable de rester assis, irritabilité. Donc, ça, c'est des critères on choisissait 2 choses. Est-ce que c'est un bon prédicteur de qui va développer un délirium, mais également, est-ce que c'est facile d'y répondre rapidement pour le personnel soignant? Et évidemment, l'étude des cycles d'implantation nous a démontré que oui. L'évaluation des facteurs de risque modifiables, comme je vous disais, vous avez 4 facteurs de risque modifiables et vous avez le guide d'évaluation d'intervention qui se trouve également sur la page web que vous pouvez utiliser et vous inspirer dans votre pratique pour, dans le fond, intervenir sur les facteurs de risque modifiables présents. Ensuite, on a une boîte à outils qu'on a rendue disponible sur les unités de soins participatives, dans laquelle on retrouve un dépliant d'informations sur le délirium, une fiche d'intérêt pour faire l'étude, l'histoire biographique des résidents, parce que vous allez voir à la lecture du guide d'évaluation d'intervention, dans le programme de stimulation, on suggère de parler avec le résident d'éléments de son passé pour lesquels il y avait un intérêt. Alors, certains milieux n'avaient pas de grille pour faire l'histoire biographique. C'est pour ça qu'on en propose une et qu'on en fournit une. Ensuite de ça, il y a une affiche aide-mémoire qui est comme un poster, si vous préférez, qui est sur l'unité puis qui rappelle les grandes composantes du guide du programme de prévention du délirium. Il y a une carte individuelle aide-mémoire que les gens ont mis sur leur carte d'employé pour leur rappeler quelle intervention faire pour la déshydratation, les antipsychotiques ou encore la stimulation. Et enfin, un tableau pour avoir rapidement, quand on arrive au poste des infirmiers et infirmières, de voir rapidement quels sont les résidents considérés à risque de développer un délirium et quelles sont les interventions qu'on devrait mettre en place. Et tous ces outils-là, une fois de plus, sont disponibles dans le site Web. Donc, le dépliant et la fiche d'intérêt, vous les voyez ici. Le dépliant, c'est un exemple qui découle des cycles d'implantation qu'on n'avait pas prévu au début, mais que le personnel nous disait qu'il aimerait avoir plus d'informations sur le délirium, que certaines familles posaient des questions et qu'il n'y avait rien à remettre aux familles. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un dépliant à cette fin-là.
La fiche et la carte aide-mémoire que vous voyez aussi ici. Donc, vous pouvez les imprimer, les afficher sur les murs et c'est un rappel. Encore une fois, ce n'était pas là au début, dans le premier cycle d'implantation. C'était vraiment à la demande du personnel qui nous ont dit que ça les aiderait à avoir accès rapidement, sans avoir besoin d'aller voir dans le guide d'évaluation et d'intervention, qu'est-ce qu'on devrait faire. Parce que quand même, les gens avaient reçu la formation, mais de leur point de vue, ces informations-là doivent être encore plus accessibles. Le tableau des résidents aussi qui était ciblé par le programme. Donc, pour une unité de soins, il peut y avoir 4, 5 ou 6 résidents. Donc, on avait le nom, son numéro de chambre et on cochait tout simplement quels sont les programmes mis en place, donc les interventions spécifiques à cette personne-là. Donc, en conclusion, le programme préventif que je vous ai présenté, vous avez accès à toutes ces informations-là. C'était élaboré avec les données probantes, mais également en tenant compte de la réalité des milieux cliniques. Pour nous, c'était essentiel de faire cette première étape-là avant de tester son efficacité, parce qu'il y a eu plusieurs études dans les milieux de courte durée qui ont démontré clairement qu'on pouvait prévenir le délirium avec cette approche-là. Alors pour nous, la preuve n'était pas la preuve principale à faire à court terme n'était pas de voir est-ce qu'on peut prévenir le délirium en centre d'hébergement, mais compte tenu qu'on peut retrouver une infirmière pour 30 ou 40 résidents de jour, une infirmière peut-être pour 50, 60 de soir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on est en mesure de faire dans ce contexte de pratique-là? Ça, c'était la première question qu'on voulait répondre. Et là, vous voyez ici, dans ce programme-là, qu'est-ce qu'on est en mesure de faire. Et de façon intéressante, on voit qu'on est en mesure de mettre en application toutes les interventions qui sont nécessaires pour les facteurs de risque. Donc, on n'a pas eu de compromis à faire de cette nature-là, de retirer des facteurs de risque, mais plutôt dans l'intensité ou l'amplitude de l'intervention qu'on a mis en place. La prochaine étape, ce sera donc de tester maintenant l'efficacité, d'implanter une fois de plus ce programme préventif-là dans un milieu clinique et après ça, voir quel sera son impact sur l'incidence, le nombre d'épisodes de délirium, la sévérité des symptômes, l'impact sur l'autonomie, sur les fonctions cognitives et évidemment les taux de mortalité. Alors, vous avez la version française parce que ce programme-là a été mis en place autant en milieu francophone qu'anglophone. Donc, vous avez le lien vers la version française et également le lien vers la version anglaise. Et ce programme-là a été publié également dans une revue scientifique et je vous ai mis le lien à cet égard. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à contacter le chercheur principal qui est Jane McCosker en lien avec ce programme-là. Et je vous invite à suivre la suite de nos travaux qui vont découler directement de ce programme-là en ce qui a trait à son effet sur l'incidence du délirium. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.